Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs et vos idées de sortie. Alors au programme de la musique, du cinéma et du sport, mais tout d'abord place à notre premier invité. Ce dimanche 7 juin de 10h à 18h, la ferme de Grignon organise sa traditionnelle journée portes ouvertes. Pour en parler avec nous en plateau, Sandy Fouquet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable accueil et communication à la ferme de Grignon. Beaucoup de choses sont proposées lors de cette journée. Par où commencer? Alors, pour arriver dans la cour de ferme, on va faire les choses dans l'ordre. On aura beaucoup d'animations pour les enfants, pour les grands, sur la biodiversité, sur tout ce qui est en lien avec l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et le développement durable. Quel type d'animation, par exemple? Alors, on va avoir, par exemple, une vache à traire pour les enfants, pour qu'ils apprennent un petit peu une fausse vache. Évidemment, on ne fera pas toute la journée avec une vraie vache. On va avoir des jeux sur la biodiversité, donc apprendre à découvrir la biodiversité, en répondant à des petites questions et puis avec des petits lots à gagner sur chaque opération. Des marchés de producteurs sont également proposés? Tout à fait, on aura 18 producteurs présents. Donc on a des producteurs locaux, on a des lycées agricoles qui seront là également. Tout ça pour faire déguster leurs produits, pour proposer leurs produits et puis pour que les gens puissent les découvrir. Des visites également, donc ça c'est sans interruption, tout ça, les animations, le marché, et également des visites où les visiteurs pourront même caresser et nourrir les animaux. Tout à fait. Alors quoi qu'il arrive, les visites libres seront évidemment permises tout au long de la journée et on organisera aussi des visites guidées toutes les heures. On a un départ de visite toutes les heures, des visites qui dureront à peu près une demi-heure pour expliquer un petit peu aux gens ce qu'on fait à la ferme et puis le projet environnemental sur lequel on travaille. Un atelier culinaire disco soupe également? Tout à fait. Donc c'est via l'association Ingénieurs sans frontières, d'AgroParisTech notamment, qui viendra proposer au public de fabriquer des soupes, des salades, des compotes, et puis chacun repartira avec sa petite gourmandise fabriquée. Très bien. Il y a également des animations donc aux horaires bien précises. L'une d'elles, donc c'est de 10h à 13h et de 14h à 18h notamment, des démonstrations de chiens de troupeau. Tout à fait. On a un berger qui vient sur l'exploitation avec ses 2 chiens et qui viendra, qui fera une démonstration et puis ensuite qui commentera ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait et puis comment il a dressé ses animaux, etc. Des baptêmes de poney également? Baptême de poney, on a le centre équestre, le poney club des EDR qui vient et qui proposera des baptêmes poney tout au long de la journée avec une petite pause entre 13h et 14h pour que les poneys puissent se reposer un peu. Une autre activité qui risque de plaire beaucoup, on pourra apparemment donner les biberons aux agneaux. Oui, tout à fait. Alors ça provoque toujours de gros mouvements de foule dans la bergerie. Donc à 10h le matin et vers 16h l'après-midi, les enfants, puisqu'on privilégie les enfants à ce moment-là, pourront entrer directement dans les parcs avec le berger pour proposer les biberons aux petits agneaux. Quel est finalement l'objectif de ces portes ouvertes? Alors l'objectif c'est de faire découvrir la ferme et aussi de faire découvrir le monde agricole et puis d'expliquer aux gens que la plupart des agriculteurs français aujourd'hui travaillent en agriculture raisonnée et donc voir un petit peu quelles sont nos actions envers l'environnement. Et à l'année, à la ferme de Grignon, vous proposez des activités régulières. Quel type d'activités vous proposez tout au long de l'année pour ceux qui ça peut intéresser peut-être? Alors, visite libre et gratuite tout au long de l'année. C'est ouvert tous les jours. Les gens peuvent se balader dans la ferme, participer au biberon également quand on est en période de naissance, assister à la traite des vaches, visiter la laiterie depuis l'extérieur, puisqu'évidemment, pour des raisons d'hygiène, on ne peut pas entrer à l'intérieur. Et puis, la boutique gourmande qui est ouverte aussi, elle, du mercredi au dimanche. On n'a pas précisé, les portes ouvertes, c'est gratuit, accessible à tous? Entrée gratuite, bien sûr, bien sûr. Très bien. Bon, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je rappelle, en tout cas, la journée porte ouverte, c'est ce dimanche de 10h à 18h. De quoi passer une belle journée en famille. Le soleil devrait être au rendez-vous. Tout à fait, il est commandé. On croise les doigts. Exactement. Merci beaucoup. Quant à nous, on continue cette édition avec les rendez-vous musicaux du week-end. La chorale de ci de là sera en concert ce samedi 6 juin en l'église Saint-Martin des Clés-sous-Bois. Le chœur sera accompagné d'une quintette à cordes pour un concert classique autour du credo de Vivaldi et d'une messe de Mozart. Nous avons suivi la dernière répétition. Dernière répétition pour le chœur de ci de là, école Marcel Pagnol au Clés-sous-Bois. C'est dans cette salle de classe que l'on retrouve la chef de chœur, Sandrine Conxiqueur, et ses 50 choristes pour un concert. À une semaine de la représentation, c'est entouré du quintet à cordes Mérac qu'ils entament la dernière répétition. Un
programme cette année centré sur Mozart, Vivaldi, Haydn, de l'ambition qui a nécessité une certaine exigence physique. Ce sont des œuvres classiques et baroques, mais paradoxalement qui nécessitent énormément d'investissement physique du corps, pas simplement des cordes vocales et de chanter juste avec la hauteur des notes, mais vraiment de se mettre en route avec tout son corps, de soutenir, d'avoir une énergie débordante. Et parfois l'énergie, on a du mal à la trouver ou à aller la trouver au bon endroit. Parmi les choristes, Benoît Massire, chef opérateur son dans la vie civile et basse au sein de la chorale. Le plus difficile, c'est la mise en place, comme dit Sandrine, c'est de faire de la musique tous ensemble. C'est-à-dire que de se détacher son regard de la partition et pouvoir communiquer avec le chef. Ce concert, c'est le fruit d'une saison de travail de préparation à raison de 2 heures par semaine et de plusieurs dimanches dans l'année. Un travail exigeant rendu possible par l'ambiance qui règne au sein du groupe et par la personnalité énergique de la chef de chœur. D'aucuns diraient que je suis quelqu'un d'à peu près survolté. Voilà, je pense surtout qu'il faut avoir la passion et l'amour de ce qu'on fait. Et je crois énormément dans les capacités et dans le potentiel du chœur que je fais travailler. Je les pousse, je les tire, je fais tout ce que je peux pour que, voilà, à la fois ça sorte bien et surtout qu'ils se fassent plaisir. Se faire plaisir et toujours progresser. Pour s'en rendre compte, il suffit d'assister à l'une des répétitions. Janvier 2015, les choristes découvrent la partition au fur et à mesure. Une séance démarre toujours de la même manière. D'abord, la mise en voix du corps, s'attacher à la respiration, puis avant le travail en commun, la phase d'apprentissage par pupitre. Les altis, les basses et les sopranos se regroupent en niveau pour travailler leurs morceaux. Nous retrouvons Benoît, le chef opérateur son. Il entame sa 5e saison au sein de la chorale. Dans son enfance, il a fait 10 ans de piano et de chant. J'aime la musique et puis j'aime aussi le spectacle et me mettre en danger face à un public et donner de soi-même. Non, on ne ralentit pas. C'est pas parce que ce sont juste 2 notes tenues qu'il faut relâcher la tension et bien conserver cet état rythmique. Et pour lui qui a l'oreille absolue, pas question de manquer une note ou une respiration. Il connaît les partitions par cœur. L'outil essentiel d'un choriste, c'est son crayon de papier et sa gomme. Ouais, pour tout repérer, pour le moindre petit détail, ne serait-ce que 1 ou 2 choristes, même si on est 50, ça s'entend et voilà, le public un peu exercé entend ces petits défauts qui font toute la différence de la qualité des chœurs. Direction les altis, avec celle que l'on appelle la petite maman du chœur, Odette Gravier. Elle a intégré la chorale il y a 20 ans. Dans le chant choral, ce qui me plaît, déjà que ce sont des chants sacrés. Et moi, j'ai toujours été élevée dans une école chrétienne, donc ça m'a plu. Et je trouve que le fait de chanter, on oublie tous ses soucis. Le niveau est assez haut, c'est exact, mais avec Sandrine, je dis, elle nous fait progresser à chaque fois. L'instrument, c'est notre corps en entier, de la racine des cheveux à la plante des pieds. Et même quand on est fatigué, parfois le fait de chanter, ça détend, ça galvanise, ça donne de l'énergie. Sandrine Conxiqueur, la pierre angulaire de cette chorale. Elle a fondé le chœur il y a 20 ans. À l'époque, une dizaine de personnes composaient le groupe. Aujourd'hui, ils sont une 50aine. Les choristes seront sur la scène de l'église Saint-Martin des Clés-sous-Bois le 6 juin, avant d'entamer une autre série de concerts dans la région. Oui, je suis très fière d'eux, même si je ne leur dis pas. Et voilà, je suis très fière d'eux, je suis très fière de vous. C'est un concours national de chant lancé l'année dernière. Le Vocal Tour fait escale à Plaisir jusqu'à samedi. À la clé pour les gagnants, l'enregistrement d'un single ou des cours de perfectionnement de chant. Sephora Namani et Elodie Moine. Marisa, candidate qualifiée sur Internet par le public, n'a jamais eu l'opportunité d'envisager sa passion professionnellement. Elle tente sa chance pour la première fois sur scène. C'est aussi un défi personnel
Parce qu'on me le dit souvent, mais fais The Voice, mais fais quelque chose. C'est pas possible que tu continues dans ton petit monde avec ton petit micro devant l'ordinateur à la maison. C'est peut-être mon opportunité de voir est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Si je gagne, ça changera complètement ma vie. Ça, c'est sûr. J'ai toujours eu ce rêve, pas beaucoup d'opportunités, donc celle-là, je la prends. Venus des Yvelines et d'Île-de-France, les candidats au Vocal Tour n'ont qu'un objectif, se faire repérer par les professionnels du spectacle. Pour cela, face au public, les chanteurs ont 4 minutes pour convaincre le jury, composé notamment de différents artistes et producteurs de The Voice. On recherche de la personnalité. Moi, personnellement, j'aime les artistes qui se lâchent, qui ont de la personnalité, qui arrivent à être à l'aise sur scène. Après, la technique vocale, toutes ces choses-là, c'est un autre type de jugement parce que quand on a 15 ans ou quand on a 40 ans, on n'a pas travaillé pareil. Le contact avec le public, il est très important. Le podium est extraordinaire bien situé, avec des belles lumières. Et pour l'instant, j'ai entendu de belles voix, donc c'est très agréable. Donc pourquoi pas peut-être des futures stars. La scène du Vocal Tour a pris ses quartiers dans la galerie commerciale Auchan du Grand Plaisir. La compétition se déroule jusqu'à samedi. L'enjeu est de taille pour ces artistes amateurs, puisque les 3 lauréats seront qualifiés pour la finale nationale le 29 novembre prochain sur la scène du Trabendo. Allez, on continue cette édition. Un invité nous a rejoint en plateau. Il est yvelinois et auteur d'un livre original et en pleine actualité. Pierre-Olivier Guiffard, bonjour. Bonjour Yolène. Votre ouvrage alors s'intitule Balle-Neuve, carnet de route d'un ballos de Roland Garros. Voilà, il est ici. Ballos qui est le surnom qu'on donne aux ramasseurs de balles. Exactement. Alors que raconte ce livre ? Alors ce livre raconte l'aventure de Charlie. Charlie est un des 250 ramasseurs de balles que l'on croise sur les terrains de Roland Garros et qui nous raconte comment il est devenu ramasseur de balles, quelles ont été ses sélections et que vit-il au quotidien à Roland Garros, quelles sont les coulisses de cet univers de Roland Garros d'un ballos. Comment vous en êtes venu à écrire un livre sur ce thème ? Alors, en 2010, j'ai ma fille, Marianne, qui a passé les sélections pour devenir ramasseuse de balles. Elle joue au tennis au PEC, elle a passé les sélections et elle a passé 3 semaines à Roland-Garros comme ramasseuse de balles. Et son petit frère, qui a 2 ans de moins qu'elle, s'est dit « Tiens, moi aussi j'ai envie de découvrir cet univers ». Il a passé les sélections. Il a eu la chance d'être pris et il a évolué comme sa sœur avec un petit plus au niveau de l'aventure, c'est qu'il a pu accéder au grand cours. Et accéder au grand cours la première année, il a participé à la finale, il a voulu refaire, il a eu la chance de pouvoir refaire, et il en est là cette année à sa 4e aventure, la dernière, puisqu'il est bientôt retraité. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, on voit les ramasseurs de balles, on connaît Roland Garros, mais ça pourrait être intéressant de faire le mixte des deux. Et comme j'aime beaucoup écrire, j'en ai profité pour me mettre dans la peau de ce ramasseur de balles et de les interviewer pour faire le livre. Il faut préciser que votre fils, qui est actuellement sur le court pour la demi-finale. Il est sur le terrain, oui, on le voit pas. Hein. Le but, c'est qu'on le voit pas, mais il est bien présent aux côtés des champions. Vous avez pu la voir un petit peu avant ou non, c'est juste le matin, ils n'ont pas le droit au téléphone la journée, Ils sont coupés du monde extérieur, les téléphones sont sur le bureau du coach et ils les récupéreront ce soir à la fin du débrief. Très bien. À qui s'adresse ce livre ? Est-ce qu'il s'adresse uniquement aux passionnés de tennis ou même aux non-sportifs ? Il s'adresse aux non-sportifs, il va s'adresser aux enfants qui se disent, tiens, comment on peut devenir ramasseur de balles, c'est quoi leur vie, comment ils ont fait, est-ce qu'ils connaissaient quelqu'un ? Donc ça explique, il y a un côté pédagogique pour expliquer que tout le monde peut tenter sa chance. Et puis également, il s'adresse aux parents, aux adultes, qui un jour se sont peut-être posé la question aussi de voir les à côté des coulisses de Roland Garros. Votre livre, vous l'avez rédigé avec la collaboration du service ramasseur de balles de la Fédération française de tennis. Vous avez été entouré. Comment vous en êtes pris pour écrire ce livre ? Du coup, vous êtes basé sur les témoignages de vos enfants ? Alors, je me suis basé sur les témoignages de mes enfants. Je me suis basé aussi sur les témoignages des correspondants de mes enfants. Parce que tous les ans, en tant que Parisien,
on reçoit un provincial à la maison. Donc on a vu un certain nombre de correspondants. Et puis également les coachs que j'ai interviewés. En fait, tout cet environnement que j'ai pu côtoyer en leur demandant un peu leurs histoires, leurs envies, leurs motivations. Et puis beaucoup de temps passé aussi avec David Portier, qui est le responsable de ce service des ramasseurs de balles à la Fédération française de tennis, et à Arthur Bongrand, qui est son adjoint. Très bien, on l'a vu, votre fils sur les images. Il faut préciser donc qu'il est sur les bons cours. C'est pas toujours évident d'arriver sur le Châtrier, sur le cours Suzanne Langlaine. C'est vraiment en fonction des performances de chacun. Ils sont jugés constamment quand même. Il y a une évaluation quotidienne. Chaque fois que vous voyez une équipe de 6 ramasseurs, vous avez un coach qui est à côté qui va les évaluer, qui va s'assurer que tout est en conformité, qu'ils sont irréprochables. Et il y a un système après de montée-descente en fonction de la performance des enfants. Ils peuvent évoluer sur des grands cours, tout comme s'ils ont une journée un peu moins bonne, redescendre sur un cours intermédiaire le lendemain. Ça fait partie du jeu. Voilà, donc au cours de la lecture de votre livre, donc on découvre un peu les étapes à franchir, vous l'avez dit, des anecdotes aussi sur les petites manies, les superstitions des joueurs. Je suppose que vos enfants vous en ont raconté de nombreuses. Il y en a peut-être une que vous pouvez nous citer. Une que l'on voit, c'est un joueur français qui est Richard Gasquet, qui aime bien qu'on le ramasseur lui remette la serviette en boule. Généralement, vous arrivez, vous déployez la serviette pour le joueur, pour qu'il n'ait plus qu'à s'essuyer. Non, Richard Gasquet aime bien la serviette en boule, et ça fait partie de son rituel, tout comme il aime bien récupérer la dernière balle avec laquelle il a gagné un point. Donc le ramasseur doit suivre l'évolution de la balle pour la récupérer et la redonner à Richard Gasquet. D'accord, c'est la superstition. On va dire que c'est leur routine. Ils ont chacun une routine, une façon de faire qui rentre dans leur concentration. Dans votre livre aussi, on sent beaucoup l'ambiance et l'entraide qui est très très importante entre ces ramasseurs de balles qui passent 3 semaines ensemble. C'est une bande de copains. Alors, ce ne sont pas des vacances parce qu'il y a une grosse activité physique, mais en revanche, c'est une amitié qui se lie entre eux avec l'encadrement. Il y a beaucoup de bienveillance. Physiquement, c'est très difficile, il ne faut pas se leurrer, ils ont une préparation physique ad hoc, mais derrière, l'esprit d'équipe, c'est la vraie valeur qu'il leur est enseignée ensemble. Il faut préciser qu'il y a 2 sélections, on ne va pas tout dire, tout est dans votre livre. Il y a 2 sélections quand même importantes. Ils sont au début, combien, 3000, plus de 3000 ? Pratiquement 4000 cette année. Et finalement, 220 sont sélectionnés à chaque fois pour les 3 semaines ou les 15 jours. Donc 220 nouveaux et puis 30 anciens qui ont la chance, sur motivation, de revenir partager cette aventure. Absolument. Et alors, avec votre expérience de père de 2 enfants qui sont passés par là, quel conseil vous donneriez justement à ces enfants qui rêvent de devenir un jour ramasseurs de balles ? De se faire plaisir, de tenter les sélections. L'avantage, quand vous passez les sélections, vous allez être pris, tant mieux. Vous n'êtes pas pris, vous avez quand même le t-shirt ramasseur Roland Garros, et vous passez une journée qui est, en termes d'éveil, d'éducation, de plaisir, qui est super, parce que vous êtes dans l'environnement du tennis. Donc vous aimez le tennis, vous êtes jeune, vous avez entre 12 et 16 ans, allez-y. Au bout de 4 ans, finalement, votre fils maintenant fait partie des anciens. Il va prendre sa retraite, comme on le dit dans le jargon des ramasseurs. Il souhaite poursuivre l'aventure et devenir coach. Exactement. Devenir coach, c'est pour lui la possibilité finalement de faire de l'encadrement d'équipe. Il est un senior, comme vous le disiez, dans les ramasseurs. Après, pouvoir accompagner d'autres ramasseurs, partager leur aventure. Il sera plus sur le terrain, il sera dans les coulisses, mais il pourra derrière développer de nouvelles compétences dans un environnement qu'il adore, l'environnement du sport. Pour un enfant, tout comme pour sa sœur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous avez été, vous, ramasseur de balles étant jeune ou... Alors, j'ai été ramasseur de balles des internationaux de Royan. D'accord. En 1982. D'accord. J'étais tout petit et c'était un tournoi ATP à l'époque. Mais ça n'avait rien à voir avec Roland Garros. D'accord, j'imagine. Roland Garros, c'est quand même le grand chelem. Donc, votre livre, je le rappelle, il est ici, Balle neuve, carnet de route d'un ballos de Roland Garros. C'est son nom. On peut le trouver où ? Dans les Yvelines Alors, vous pouvez le commander dans toutes les librairies en donnant le nom. Et vous pouvez le trouver en ligne sur des sites comme Amazon. Très bien. Son coût, peut-être, on ne l'a pas évoqué ? Il est de 15 €, le livre. Très bien. Un pronostic, peut-être, pour ce Roland Garros ? Le pronostic du cœur, ce serait un Français, et au hasard, je dirais Tsonga. Après, la raison voudrait que ce soit Djoko, parce qu'il est réellement impressionnant cette année. Bon, on croise les doigts pour Tsonga, qui est en train de jouer sa demi-finale. Un grand merci d'être venu sur notre plateau et bonne fin de tournoi à vous. Merci beaucoup, Yolène. On continue cette édition, quant à nous, avec l'actualité cinéma du week-end.
Et tout de suite, les sorties ciné de la semaine et les avis des spectateurs au micro d'Élodie Moine. Bien, très émouvant. Ça raconte une belle histoire entre ses amis qui découvrent sa maladie et qui le soutiennent jusqu'au bout de ses projets. Il y a tout, en fait on rigole pas mal et en même temps c'est un petit peu triste, c'est émouvant, mais c'est quand même un bon film, de bons acteurs aussi, très très bien. Ouais. C'est un très bon film. Après je suis venu le voir, je connaissais pas trop l'histoire, mais c'est assez sympa, une jolie histoire d'amour. J'ai bien aimé, Mathieu Sconart est très séduisant. Très beau film. Winterberg, vous connaissez, c'est un metteur en scène danois, et je trouve que c'est une très très bonne adaptation du roman. Je trouvais que c'était un bon film, c'était intéressant, c'est sur les nouvelles technologies, et donc je trouve que le thème il est assez intéressant. Ouais, c'est un film de science-fiction sur les robots, mais bon, peut-être qu'un jour les robots ils feront pareil, ils se vengeront de l'être humain. Ouais, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Ouais. Allez, du sport pour terminer avec notre journaliste sportif Michael Elmidero qui nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour Yolène. Alors, la saison sportive touche à sa fin. Je sais que vous êtes très triste, Yolène. Évidemment, Michael, vous connaissez ma passion pour le sport. Exactement. Il n'y a plus de handball, de rugby ou bien de basketball, mais rassurez-vous, il y aura du football ce week-end avec les championnats départementaux et régionaux. Il y aura du suspense, croyez-moi, j'ai sélectionné pour vous 2 rencontres phares. En promotion d'honneur, Trappes se déplace sur le terrain de Pontoisienne ce dimanche à 15h30 pour cette 22e et ultime journée de ce championnat. 4e du classement avec 51 points, les Trappistes n'ont plus rien à espérer dans ce championnat. Une victoire leur permettrait de terminer à une très belle 4e place. Un résultat encore inespéré fin février quand l'équipe flirtait avec la zone de relégation. Cette victoire permettrait également à l'équipe de se jauger en vue de la saison prochaine. Toujours en football, mais cette fois-ci en 2e division de district, Manille-les-Hameaux, 3e du classement, reçoit Bailly-Noisy, 8e du championnat pour un derby sulfureux ce dimanche à 15h au stade Jacques-Anquetil. Cette rencontre vaut de l'or pour les Manicois. L'équipe dirigée par Farid Ghani doit l'emporter sur un score fleuve pour espérer monter l'année prochaine. Les Saint-Quentinois doivent aussi espérer une défaite des Clés-sous-Bois et du Chénet. L'équipe de Manille-les-Hameaux va-t-elle monter? Réponse ce dimanche à 17h. Et il y aura également du baseball avec les Cougars de Montigny, le Bretonneux. Les Inimontains doivent obligatoirement gagner. Oui, Yolène. Les Cougars de Montigny se déplacent sur le terrain d'Essines. Donc c'est en Gironde ce dimanche. Cette 8e journée du championnat de 2e division est très importante pour les Inimontains. Avant-dernier du classement, les joueurs d'Alexandre Couton affichent pour l'instant un bilan de 6 défaites et de 5 victoires. Conséquence, les Cougars doivent impérativement rugir de nouveau pour se qualifier pour les play-offs de fin de saison. Une victoire contre Essines les relancerait totalement dans ce championnat. Ce ne sera pas simple. Le dernier match entre les deux équipes s'est soldé par une victoire pour Montigny et une défaite contre Essines. Et alors enfin, un dernier rendez-vous à noter dans vos agendas, il y aura du tir à l'arc ce week-end. Effectivement, Yolène, il y aura du tir à l'arc. La compagnie d'arc d'Elancourt organise ce week-end la dernière étape de la division régionale en équipe. La compétition est programmée samedi et dimanche de 9h30 à 17h. Les 400 meilleurs archers franciliens seront présents pour ce grand rendez-vous. Dans le détail, les épreuves individuelles seront programmées le matin. Elles permettront de classer les différentes équipes présentes en additionnant les scores de la matinée. Les matchs en équipe seront programmés l'après-midi. Les 3 premiers de la division excellents seront accès à la finale nationale de division régionale pour monter en 2e division. Voilà, Yolène, vous connaissez tous les résultats, le programme de ce week-end. Moi, personnellement, je vais aller voir le match entre Manille-les-Hameaux et Bailly-Noisy. Vous me suivez? Je vous accompagnerai. Vous connaissez ma passion pour le football. Évidemment. Rendez-vous donc dimanche à 15h. Merci beaucoup, Mickaël. C'est la fin de cette édition. Quant à nous, je vous souhaite un excellent week-end sur TV Fil.